MCR TV, notre partenaire média. Il est 19h30, Madame, Monsieur, bonsoir et très heureux de vous retrouver dans cette session d'information sur MCR TV. Dans une poignée de secondes, les détails de l'actualité. Et ouvrons cette grande édition du soir avec cette dépêche dans le cadre de la première journée des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations CAN Maroc 2025. Les Diables Rouges du Congo ont battu 1-0 l'équipe du Soudan du Sud ce jeudi en début de soirée. L'unique but de la rencontre a été marqué par le milieu du terrain congolais Chandrel Massonga à la 12e minute de jeu. Prochaine sortie du Congo le 9 septembre à Malabo pour affronter l'Ouganda dans le cadre de la deuxième journée de ces éliminatoires. Et puisque nous parlons football, sachez que les Diables Rouges de moins de 20 ans sont fixés sur les noms de leurs adversaires au tour qualificatif du tournoi Unifac qui démarre le 14 septembre prochain à Brazzaville. Plus de détails dans ce papier. Le tournoi Unifac qualificatif à la phase finale de la Coupe d'Afrique des Nations 2025 positionne le Congo dans le groupe A, aux côtés de son voisin immédiat, la RDC, de la Guinée équatoriale et du Tchad. Les Diables Rouges U20 ouvriront le bal le 14 septembre face aux Léopards de la République démocratique du Congo. Le 16 septembre face à la Guinée équatoriale pour conclure ses phases de groupe face au Tchad. Reste plus qu'à Clément Massomba, le sélectionneur congolais, à peaufiner la préparation de son équipe qui joue à domicile puisque ce tournoi se tiendra à Brazzaville. Et puis, toute autre chose à présent, de nombreux Congolais pratiquent de nos jours l'automédication, une pratique aux conséquences graves condamnées par les agents de santé et qui malheureusement est devenue comme une habitude normale dans notre société. Plus de détails dans ce reportage que je vous envoie à suivre. L'automédication, une pratique courante au Congo où un grand nombre de citoyens prennent des médicaments sans l'avis d'un spécialiste en cas de maladie. Ce phénomène inquiétant préoccupe plus d'un spécialiste de la santé. L'automédication est une démarche proscrite dans sa totalité. Même lorsque vous avez été déjà consulté pour une fois un médecin et que vous pensez que c'est probablement la même chose, il est déconseillé de prendre les mêmes médicaments par soi-même. C'est surtout l'état de fortune de chacun, c'est surtout la crise qui nous empêche de consulter directement un centre de santé. Mais ce que nous voulons encore rappeler, que moins cher n'est pas toujours moins cher. Dans les CCI, il y a des médicaments qui coûteraient moins cher que dans les officines. Devenu un problème de santé publique en Afrique en général et en République du Congo en particulier, la pratique de l'automédication présente des conséquences graves et parfois irréversibles pour ceux qui en font usage. Nous enregistrons beaucoup de cas de maladies rénales, de souffrance rénale, d'insuffisance rénale et donc de décès, parce que quand on arrive à un certain stade, et il est difficile de rattraper ce dernier dans nos conditions. Et nous enregistrons beaucoup de décès dus à l'automédication. Des anti-inflammatoires provoquent des ulcères de l'estomac, c'est-à-dire que l'estomac se creuse, se brûle et la personne va saigner de dedans. Et si on s'habitue parce qu'on a fait un tel exercice et puis on a mal au corps, on se dit est-ce qu'on ne peut pas avoir un anti-inflammatoire non stéroïdien ou un anti-inflammatoire stéroïdien? Nous exposons notre muqueuse gastrique qui en premier en souffre. Et donc, ça arrive jusqu'à la perforation. On saigne du dedans. Et si on n'est pas pris en charge le plus rapidement possible, on en meurt. Et nous avons déjà enregistré quelques cas de décès dans nos hôpitaux à cause de l'automédication.
Face aux dangers liés à l'automédication, des efforts dans la sensibilisation des populations à l'usage rationnel des médicaments devraient ainsi être entrepris par les acteurs de la santé en synergie avec les décideurs en vue d'une prise de conscience des citoyens face à cette pratique néfaste pour la santé. Un reportage qui porte la griffe d'Amélia Baker. Et puis sachez qu'on rappelle en séjour de travail dans la capitale économique Pointe-Noire, le Premier ministre, chef du gouvernement Anatole Koliné-Makosso a visité les installations du port autonome hier mercredi en matinée avant d'embarquer pour une escapade marine à la découverte des baleines. Le point dans ce reportage de Jérémy Bakoua. Accueilli en matinée au siège du port autonome de Pointe-Noire par le directeur général Séraphin Bala, le Premier ministre, chef du gouvernement Anatole Koliné-Makosso a, peu avant d'entreprendre la visite des installations portuaires, suivi un film documentaire sur la modernisation de cette structure économique et ses perspectives d'ici 2030 dans la nouvelle salle de réunion mise en fonction ce mercredi 4 septembre. Ensuite, la délégation du Premier ministre, qui comprenait le ministre de l'enseignement primaire et secondaire, Jean-Luc Moutou, a visité le quai multivrac de 250 mètres de longueur et 12,50 de profondeur, dont les travaux de construction sont presque arrivés à terme. Puis Anatole Koliné-Makosso s'est rendu au quai de Congo Terminal, où il a été édifié sur les différentes opérations qui y sont réalisées au quotidien. Ce n'est qu'une première visite. Je suis venu apprendre, comprendre, et je pense que toute la réforme qui va s'en suivre se fera sur la base de quelque chose dont on a une parfaite maîtrise. Il s'agissait de voir les atouts et les faiblesses du port autonome de Pointe-Noire, les avancées, les difficultés. Il y a beaucoup de choses qui ont été entreprises ici, mais il y a aussi beaucoup de défis à relever, et j'ai tenu à venir le constater moi-même. Cette délégation du Premier ministre ainsi que le directeur général du port autonome de Pointe-Noire ont embarqué dans le remorqueur Gorenchem pour une escapade vers la frontière du Cabinda à la découverte des baleines. Je ne pouvais pas laisser passer une telle opportunité sans voir l'autre volet de la richesse maritime et la richesse naturelle de notre pays. Nous sommes à une période où on peut voir, comme dans d'autres pays, des pays qui ont développé leur économie à partir du tourisme maritime, notamment avec ce qu'on appelle l'observation des baleines et de dauphins. Entre juin et octobre, c'est bien la période propice pour offrir aux touristes ce spectacle. Et là aussi, comme nous essayons de le faire en tirant avantage des petits moments que nous avons pendant les vacances, nous essayons de le faire et montrer à nos compatriotes qu'on n'est pas obligé seulement d'aller ailleurs pour passer des moments merveilleux de vacances. Signalons que le Premier ministre, chef du gouvernement, est aussi venu s'imprégner de la réalité sur l'offre du tourisme relative à l'observation des baleines au large de Pointe-Noire. Et toujours en rappel, hier 4 septembre 2024, s'est ouvert à Pékin le 9e forum de la coopération sino-africaine. L'Afrique est en grande partie représentée par des chefs d'État, une occasion qui permet de repenser l'avenir du partenariat. Quels sont les enjeux de ce sommet pour le continent? Des éléments de réponse dans ce commentaire. La Chine reste déterminée à accompagner le continent africain dans sa modernisation. Les programmes et initiatives avancées dans le cadre du Forum Chine-Afrique ces 10 dernières années s'harmonisent parfaitement avec les priorités fixées dans l'agenda 2063 de l'Union africaine. La Chine a construit plus de 10 000 km de voies ferrées, près de 100 000 km d'autoroutes et environ 150 000 km de backbone, couvrant 700 millions d'utilisateurs, renforçant nettement le niveau d'interconnexion en Afrique. Les centaines de projets d'énergie renouvelable qu'elle a réalisés dans les pays africains ont permis de mieux valoriser les ressources énergétiques du continent et de lever les fardeaux énergétiques qui freinent son industrialisation. Plus de 3000 entreprises chinoises sont présentes dans les villes africaines, contribuant à la création d'emplois locaux, à la transformation de la chaîne industrielle et à l'augmentation de la valeur ajoutée des produits africains qui, par ailleurs, sont de plus en plus découvertes par les consommateurs chinois grâce à diverses plateformes, telles les expositions économiques et commerciales.
Aussi, de plus en plus, les maladies hémorroïdaires sont observées sur toutes les tranches d'âge au Congo, pathologie dont le traitement est administré par la médecine traditionnelle ou encore moderne, est au centre d'une grande problématique. Amélia Baker nous en parle dans ce dossier de la rédaction. Considérées comme tabou en Afrique en général et en particulier au Congo, les maladies hémorroïdaires font partie des pathologies gênantes pour les victimes. Plusieurs facteurs en sont à l'origine. C'est une maladie qui touche les veines hémorroïdaires que nous avons au niveau de notre anneau rectal. Alors, essentiellement les veines hémorroïdaires qui existent tout autour servent à faire un retour veineux, c'est-à-dire que le sang, quand il arrive en partie inférieure, il faut que ça remonte pour rejoindre le cœur, qui sera propulsé à nouveau. Et ces veines-là, selon deux facteurs essentiels, le facteur mécanique et les facteurs vasculaires, peuvent être dérangés dans leur fonctionnement et occasionner une des maladies qu'on appelle maladie hémorroïdaire, simplement parce que ces vaisseaux n'arrivent pas à jouer leur rôle de remontée de sang vers le cœur. On peut citer par exemple les constipations, les myomes chez les femmes, les grossesses chez les femmes. Mais il y a aussi d'autres facteurs, il y a des facteurs vasculaires. Il y a les causes héréditaires, il y a les causes alimentaires qui peuvent facilement entraîner il y a aussi les causes professionnelles. Là, les méthodes alimentaires que nous avions aujourd'hui peuvent aussi nous déclencher les hémorroïdes. Très souvent, les patients hémorroïdaires au Congo ne savent pas comment faire face aux hémorroïdes, la plupart d'entre eux ne trouvant pas de traitement définitif. Selon Gilbert Tikamitori, naturopathe, on peut, de nos jours, guérir définitivement des hémorroïdes grâce à la médecine naturelle. Je pense que c'est hier où les gens croyaient ou pensaient que c'était une maladie intraitable. De nos jours, avec les recherches qui se poursuivent, il y a plus de 2 décennies déjà, il y a une solution pour le problème des hémorroïdes, qui est d'abord une maladie très simple à éradiquer. Et les gens toujours dans leur concept que c'est une maladie intraitable, elle est chronique et incurable, c'est faux. Nous avions fourni des gros efforts, nous en tant qu'inventeurs, à rattraper les molécules pour essayer d'apporter sa contribution dans ce qui concerne les limites de la recherche scientifique moderne. La garantie est que le traitement existe. Le docteur Livlen Anzonou partage son avis quant à une solution définitive sur le traitement des hémorroïdes, précisant le niveau d'intervention de la médecine moderne. Dire qu'un traitement définitif, je ne suis pas bien placé pour dire que les tradipraticiens puissent avoir le secret. Ce que je sais, c'est que il faut intervenir sur le mécanisme éthiopathogénique pour traiter la maladie hémorroïdaire. Je vais être assez lucide. En fait, parler de définitivement, c'est comme si on avait affaire à un germe qui, une molécule précise, éliminerait le germe. Ici, il ne s'agit pas d'un germe qu'il faut combattre grâce à une molécule précise. Non, ici, il s'agit d'un mécanisme physio-pathologique, c'est-à-dire que nous vivons avec des veines hémorroïdaires. Mais malheureusement, notre hygiène de vie dérange le fonctionnement de ces veines hémorroïdaires. Et c'est ce mécanisme physiopathologique qu'il faut améliorer, qu'il faut arranger, qu'il faut changer, c'est-à-dire que ce qui est délétère à la santé. Aujourd'hui, on peut vous traiter de la veine hémorroïdaire, sauf si on vous fait l'exérèse de ces veines. Mais si vous ne respectez pas l'hygiène de vie, vous pouvez encore en développer. Une alimentation saine et des pratiques d'hygiène favorables à la santé aideraient ainsi à se prémunir des maladies hémorroïdaires. C'est du moins un des avis partagés par les spécialistes des deux médecines. Enfin, bouclons ce journal par l'actualité internationale qui nous conduit en Ouganda, où le principal opposant du régime de Kampala a été blessé mardi. Ensuite, en Tunisie, où un candidat à la présidentielle connaît des problèmes avec la justice. Enfin, au Niger, la plus vieille mosquée du pays a été endommagée par des eaux
Le commentaire de nos confrères de VO Afrique. Le chef de l'opposition ougandaise, Robert Kyagulanyi, plus connu sous le nom de Bobi Wine, a été blessé mardi dans ce que l'opposition qualifie de persécutions politiques visant à intimider ses partisans. La police ougandaise nie les allégations de chasse aux sorcières. En Tunisie, le candidat à l'élection présidentielle tunisienne, Ayachi Zamel, a été placé ce mercredi en détention provisoire dans l'attente de son procès, a déclaré son avocat, une situation qui renforce les craintes autour de la crédibilité du scrutin auquel se présente le président sortant Kais Saied. La mosquée de Zinder, une des plus anciennes du Niger, construite il y a près de 200 ans, a été détruite mardi après des pluies diluviennes dans ce pays qui compte 95% de musulmans. Construite au milieu du 19e siècle, cette mosquée était hautement symbolique pour les habitants de Zinder, deuxième ville du pays. Et c'est par ici que nous mettons un point final à cette session d'information de 19h30 sur MCR TV. Quant à moi, je vous dis à la semaine prochaine. D'ici là, prenez soin de vous. MCR TV, notre partenaire média.